Yo les amis, après le magnifique triplé de Dembélé face à la Norvège, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour revoir nos chers bleus. Et oui, après cette phase de groupe amplement réussie, ce sont maintenant les playoffs qui s'approchent et le 16e de finale qu'on disputera ce mardi face à la Suède. D'ailleurs, vous avez ici le tableau intégral qui nous mènera jusqu'à la finale et jusqu'à l'équipe sacrée champion du monde. Il y a quelques trucs intéressants à noter. Déjà, comme on le savait depuis un petit moment, en cas de victoire de la France en 16e, ça se dessine sur un France-Allemagne en 8e de finale. Après, si on se projette déjà sur l'écart, ce sera un tout petit peu plus abordable, sûrement les Pays-Bas ou le Maroc à ne pas sous-estimer, mais ça fait pas partie des grands favoris. Également, on peut noter que cette partie de tableau-là est assez costaud. On a du Sénégal, Belgique, États-Unis, Autriche, Espagne, Croatie, Portugal. Et parmi ces 8 équipes, il n'y en aura qu'une seule en demi-finale, donc ça va se taper fort. Alors que bon, l'Argentine est peut-être le grand gagnant qui finalement pourrait atteindre les demi sans jouer de gros favoris. Peut-être les équipes les plus compliquées seraient, je sais pas, la Colombie, la Suisse, l'Algérie. Dans tous les cas, voilà, ça va être super cool à suivre. Les 16e vont se disputer jusqu'à vendredi soir, mais aujourd'hui, on va se focus sur l'équipe de France et ce match contre la Suède. L'enjeu est immense, une place en 8e de finale évidemment, et petit point historique, c'est la toute première fois qu'on a un France versus Suède en phase finale de Coupe du Monde. Et pour continuer sur le versant historique, faut noter que la Suède n'est pas une petite nation dans l'histoire du mondial. C'est même un pays qui a été finaliste en 1958, une édition qu'elle avait elle-même organisée, et s'était incliné justement en finale contre le Brésil d'un certain petit gamin de 17 ans qui venait d'éclore aux yeux du monde. Je vous le donne en mille, le petit Pelé qui avait mis d'ailleurs un doublé dans cette finale. Mais le truc qui est intéressant aussi à noter, c'est que dans les années récentes, la Suède a aussi été une nation qui a rarement déçu en Coupe du Monde. Et oui, sur les 4 dernières participations en Coupe du Monde, à chaque fois ils sont sortis des poules et le pire résultat a été un 8e de finale. Et pour vous remémorer quelques souvenirs, déjà en 2018, c'était ce quart perdu 2-0 face à l'Angleterre, mais surtout en 1994, les Suédois avaient réussi une magnifique épopée en finissant 3e, en perdant en demi-finale avec cette génération, avec les Larsson, Brolin, etc. Une nation qui est alors habituée aux exploits, et pour l'équipe de France, c'est un petit peu la même chose depuis l'arrivée de Deschamps, depuis l'ère Dédé. Le pire résultat à la Coupe du Monde, ça a été quart de finale en 2014 où tu perds contre l'Allemagne, gagnant du tournoi. Ensuite, 2018 et 2022, ça a été 2 finales consécutives, donc là, s'arrêter en 16e de finale, ce serait le pire résultat de très loin de l'ère Deschamps. Bref, vous l'avez compris, c'est quand même un match historique pour ces deux nations. On va passer maintenant sur le pronostic en commençant l'analyse sur la Suède. Eux qui avaient commencé leur phase de poule sur un feu d'artifice avec cette victoire 5-1 face à la Tunisie. On se disait à ce moment-là, ok, attention, la Suède peut-être grosse surprise du tournoi, etc. Pour que finalement, 5 jours après, ils se fassent destroy, ils se fassent déchirer par les Pays-Bas sur le même score de 5-1. On a vu dans cette rencontre toutes les faiblesses de la Suède, leur énorme faiblesse défensive et la tendance qu'ils ont à concéder beaucoup d'occasions, mais ensuite en dernière journée face au Japon, ils ont assuré définitivement leur qualif dans un match un petit peu plus sérieux et contrôlé que celui face aux Pays-Bas. Ça fait donc qu'ils ont terminé 3e de la poule ici avec 4 points. Il y a des petits trucs tactiques qui sont cool à noter entre justement les 2 premiers matchs et le dernier face au Japon. C'est que en fait Graham Potter, le sélectionneur, est passé de son 3-5-2 qu'il avait mis en place à ce 3-4-3, et ce changement est dû principalement à un homme qui a vraiment gagné sa place dans ce 11, c'est Anthony Elanga, l'attaquant, qui avait fait une entrée assez fracassante contre les Pays-Bas, mais surtout qui a fait un super match contre le Japon avec ce but égalisateur, cette frappe du gauche enroulée qui va se loger dans la lucarne, qui était magnifique. Et donc l'entrée de l'ailier de Newcastle dans ce 11 a un petit peu remodelé la structure de l'équipe offensive, où t'es passé d'un système à 2 pointes avec Isaac et Gyökeres, avec finalement Gyökeres en tant que numéro 9 et Isaac un petit peu plus sur le côté, c'est pas mal. Autre changement à noter qui concerne le milieu de terrain, c'était à l'époque un duo, un double pivot Ayari et Kallström. Finalement, défensivement dans la structure de l'équipe, ça faisait pas le taf, donc Potter a décidé de faire monter Lindelof au milieu de terrain pour assurer plus de structure défensive, comme on l'a dit. Ça a donc fait basculer pas mal de positions avec Kallström qui est sur le banc, Gudmundsson qui a dû descendre d'un cran pour rejoindre la défense centrale, et donc Elliot Stroud qui est désormais le piston gauche titulaire. Et pour terminer avec le dernier changement, le gardien qui avait été catastrophique face aux Pays-Bas a été remplacé par sa doublure Zetterstorm, qui a fait, comme vous le voyez avec cette note, un bon match contre le Japon, et je pense donc que ce sera le titulaire face aux Bleus.
Bon, maintenant pour évoquer quand même quelles sont leurs forces, leurs caractéristiques, déjà, je pense que leur simplicité et leur capacité à vite se projeter de l'avant sont leurs qualités principales. On a une équipe qui est pas super élaborée dans sa production offensive, en revanche quand tu vois les individualités, le trio Isaac, Gyökeres et Langa est une très très grande force. En plus je trouve que dans les profils, les trois sont différents, les trois sont même complémentaires, avec Gyökeres qui a plus un rôle de pivot, d'orienter le jeu et ça marche bien avec les deux flèches que sont Elanga et Isaac. C'est un trio en plus qui a énormément de vitesse et donc qui est très tranchant dans les phases de contre-attaque, et t'as en plus un Ayari qui est très très offensif, qui souvent se projette dans la surface, donc ces Suédois sont en nombre, attaquent en nombre, et quand ils récupèrent un ballon haut ça peut être super dangereux. Et mine de rien, quand tu te penches sur les stats de la débâcle face aux Pays-Bas, tu pourrais t'attendre à une équipe suédoise qui a concédé beaucoup plus de tirs que son adversaire. Finalement non. On voit que malgré quelques largesses défensives et 2,6 XG concédés, on a quand même une équipe suédoise qui a une belle production avec 16 tirs dont 8 cadrés. Et même dans le prolongement de cette bonne production offensive, si tu prends les 3 matchs de poule qu'ils ont disputés, à chaque fois leur volume de tirs et de tirs cadrés est supérieur à leur adversaire. Et bon, comme on l'a évoqué, c'est surtout dû à leur attaque qui est très rapide, prolifique, efficace, avec notamment ce duo de choc Isaac-Gyökeres, auquel maintenant tu peux ajouter Elanga, mais c'est vrai que leur grosse faiblesse reste défensive. Ce secteur est même aux antipodes de l'efficacité qu'ils ont justement en attaque. Je suis allé vérifier l'historique de leur rencontre et en fait la dernière fois qu'ils ont fait un clean sheet, c'était il y a plus d'un an de ça, le 6 juin 2025 dans ce match contre la Hongrie. Depuis ce 2-0, ça a été 14 matchs d'affilée où la Suède concède au moins un but dans la rencontre. C'est une stat qui est assez catastrophique, et si tu reprends même les statistiques des qualificatifs en vue de la Coupe du Monde de la zone européenne, on peut noter une énorme différence entre la Suède et la France, où en fait le nombre de buts marqués par match est de 1,3 pour les Suédois contre 2,7 pour la France, alors que sur le secteur défensif, le nombre de buts concédés par match par la Suède est de 1,9, quasiment en moyenne 2 buts concédés par match, alors que la France c'est 0,7. Et donc dans le rapport de force, vous voyez que la Suède est l'une des défenses les moins efficaces, alors qu'elle va tomber contre l'une des équipes qui a le secteur offensif le plus fourni. On s'attend donc à voir les Suédois pas mal souffrir, et d'ailleurs pour revenir sur les qualifications, les qualificatifs européens en vue de la Coupe du Monde, j'étais passé à côté de ça, mais la Suède a fait une campagne vraiment cadavérique. Ils étaient ici à la 4e position avec 0 victoire en 6 journées, alors que leur poule était composée de la Suisse, du Kosovo, de la Slovénie, pas des adversaires vraiment rayonnants, et donc malgré cet échec cuisant, ils ont quand même réussi à se qualifier par le biais de la Ligue des Nations, où ils ont battu d'abord l'Ukraine 3-1 et puis la Pologne 3-2 dans un match où ils ont pas du tout eu le contrôle, ils ont même beaucoup subi. Et donc pour conclure avec cette équipe de Suède, déjà elle arrivait à la Coupe du Monde avec très peu de certitude vu leur campagne de qualification qui était très compliquée. Ensuite, comme on l'a dit, pour résumer, leurs qualités sont surtout la force de leur secteur offensif, mais leur faiblesse c'est tout l'inverse, c'est-à-dire la faiblesse de leur structure défensive et le fait qu'ils concèdent énormément d'occasions de situations dans leur rencontre. En plus, quand tu prends par exemple le match des Pays-Bas et l'entrée de Summerville avec son profil très vif, très dribbleur, très rapide et efficace même, ça se rapproche beaucoup des profils des attaquants français, les Olysée, Dembélé, Mbappé. On avait vu une arrière-garde suédoise être en grande souffrance face à ce genre de profil d'attaquant, donc je suis pas très optimiste quant à leur capacité que de souffrir, que de garder leur cage inviolée face aux Bleus. Et pour terminer sur le 11 que je vois face à la France, je pense qu'on va repartir avec celui-ci, à part si Potter a envie de solidifier encore davantage son milieu de terrain, et pourquoi pas sortir Elanga et mettre un milieu défensif en plus pour vraiment apporter une forme de contrôle et d'assise défensive, même si ce serait pour moi se tirer une balle dans le pied, parce que ce système a très bien marché contre le Japon. Bon voilà, on a un petit peu décrypté nos futurs adversaires, maintenant on va parler de la dynamique de nos bleus et quel serait le 11 aligné par Dédé ce mardi. Et oui d'ailleurs je l'ai pas mentionné, mais le match c'est mardi 23h. Pour résumer la phase de groupe de la France, c'était quasiment parfait, 3 victoires en 3 matchs, 10 buts marqués contre 2 encaissés, une différence de but de plus 8, c'était magnifique. On a même le sentiment que cette équipe est ultra efficace et on a peut-être encore sous le pied, on l'a pas vu à son plein potentiel. Je vous ai mis ici un petit graphe pour vous prouver l'efficacité offensive de nos bleus avec le but moins XG pour voir à quel point tu surperformes tes expected goals, à quel point donc tes attaquants sont efficaces, tranchants devant le but, et le nombre de tirs cadrés par match pour exprimer ta production offensive dans tes rencontres. Et vous voyez que la France est ici tout là-haut, mais attention, la Suède est pas mal non plus. Comme on l'a évoqué tout à l'heure avec les Gyökeres, Isaac, c'est des attaquants qui sont très prolifiques et arrivent à trouver pas mal de situations et pas mal d'occasions, surtout en contre-attaque. Donc on aura deux équipes ultra efficaces qui vont s'affronter. Et pour revenir maintenant sur l'équipe de France, évidemment que cette
surefficacité offensive est due à ce trio magique avec Mbappé, Dembélé, Olysée. Les trois sont tout simplement en feu et en plus Dembélé qui était un peu moins bien que les deux autres sur les deux premiers matchs, eh bien s'est réveillé avec ce triplé contre la Norvège. Et en plus, pour répondre à certains sceptiques qui diraient alors oui, la France a un super secteur offensif, en revanche en termes de pressing, en termes de récupération dans le dernier tiers adverse, c'est pas terrible, eh bien détrompez-vous parce qu'on voit les Mbappé, les Dembélé, les Olysée faire les efforts et vous avez ici le classement des possessions remportées dans le dernier tiers par match et vous voyez que la France se situe ici à la 3e place. Ce qui montre que finalement le pressing français est efficace et même Mbappé s'y met. On a vu contre la Norvège des efforts consentis de la part de notre star et qu'on failli mener d'ailleurs à des buts avec ici ce pressing à la 41e qui force le défenseur norvégien à rater sa passe et je crois que c'est Doué qui récupère le ballon, essaye de dribbler le gardien mais finalement n'arrive pas à terminer. Ça va donc être un élément super important pour la suite du tournoi, même si contre la Suède il n'y aura pas forcément la volonté de leur part que de construire le jeu depuis leur défense. C'est plutôt une équipe qui a tendance à allonger, à rechercher Gyökeres en pivot dans le jeu aérien, mais ça pourrait amener peut-être à une ouverture du score ou en tout cas se faciliter la rencontre. Bon voilà, vous l'avez compris, tout est au beau fixe ou presque pour nos bleus. Maintenant, quel va être le 11 aligné par Deschamps? Personnellement, j'ai la certitude que ces 8 gars-là vont démarrer à 100%. Déjà, Maignan, Saliba ou Upamecano, je pense que personne ne doute quant à leur titularisation. Maintenant, Koundé sur le côté droit. Alors évidemment, je ne suis pas fan de ses performances, surtout sur le plan offensif. En revanche, le staff de l'équipe de France n'a quasiment pas testé Gusto. Et c'est vrai que sur le plan défensif, Koundé t'apporte quelques certitudes, donc je pense qu'il va démarrer à coup sûr. Au milieu de terrain, on a Tchouaméni qui est vraiment le patron, qui dans la structure défensive et l'équilibre de ce bloc en 4-2-3-1 est super précieux. J'ai d'ailleurs trouvé son match contre la Norvège monstrueux. J'ai quelques stats ici, il a réussi 7 tacles, 6 récupérations et a gagné 67% de ses duels face aux Norvégiens. Il était de partout, c'était une vraie pieuvre dans ce milieu de terrain. Et ensuite, évidemment que le trio Olysée, Dembélé, Mbappé va démarrer face à la Suède. Maintenant, c'est sur ce côté gauche où il y a pas mal d'interrogations, tant sur le latéral, le deuxième milieu de terrain et l'ailier gauche. Et déjà pour le latéral, on aura le choix entre Théo Hernandez et Lucas Digne. Dans les deux cas, je suis vraiment pas fan. Théo, moi je suis très déçu de sa Coupe du Monde. On l'a vu faire une énorme connerie face à la Norvège avec ce penalty provoqué sur le dribble, le crochet d'Oscar Bob. Il s'est fait enrhumer assez facilement. Et on sent quand même un Théo Hernandez qui, au fur et à mesure des matchs, des minutes dans les matchs, a tendance à baisser, à chuter physiquement. À partir de la 60e, le mec est cramé, fait plus aucun effort offensif. En plus, moi perso, il me rassure de moins en moins sur le plan mental de la concentration parce que y a eu déjà ce penalty qu'aurait pu totalement relancer la Norvège dans leur match. On avait aussi il y a 4 ans quand même cette énorme bêtise à la 80e dans ce match super tendu face aux Anglais où on était vraiment en galère, on faisait que défendre et on sentait qu'en cas d'égalisation on aurait été en grande difficulté. Il était venu charger dans le dos Mason Mount alors qu'il n'y avait aucun danger à ce moment-là, ce qui avait provoqué le penalty que Kane a raté, a tiré au-dessus par la suite. Rajoute aussi sa finale de Coupe du Monde 2022 qui était totalement ratée, donc moi je suis pas fan, mais j'ai l'impression que dans les yeux de Dédé, c'est toujours lui qui tient la corde face à Digne, donc peut-être que ce sera lui le titulaire face à la Suède. En tout cas, j'ai toujours un doute, mais bon, si je dois mettre ma main à couper, je mettrai plutôt sur Théo. Maintenant, pour passer au milieu de terrain et qui accompagnera Tchouaméni dans ce double pivot, ça se joue entre deux milieux de Serie A, c'est-à-dire Manu Koné et Adrien Rabiot. Les deux ont des qualités bien différentes. Koné, il a plus de qualité dans son portée de balle, sa technique, sa capacité justement à orienter, à dicter le jeu, à la fois via sa qualité technique et sa qualité de passe, alors que Rabiot a quand même plus cette donnée d'intensité, de physique, d'effort défensif et même de qualité dans le jeu aérien. Perso, je préfère quand même le profil de Koné qui est pour moi complémentaire avec Tchouaméni parce que Rabiot, Tchouaméni, certes dans les duels, dans l'intensité, dans le combat, c'est très fort, mais je pense que pour fluidifier le jeu et apporter les ballons, les transitionner depuis la défense vers le bloc offensif, Manu Koné c'est beaucoup plus pertinent et donc je pense que ce sera lui le titulaire, surtout que son association avec Tchouaméni a bien fonctionné face à la Norvège. Et maintenant, pour terminer sur le rôle d'ailier gauche, ça va se jouer entre Doué et Barcola qui ont aussi des profils très différents. Doué, un profil plus technique, ballon dans les pieds, joueur qui sait dézonner, qui a aussi pas mal de volume tant offensif que défensif, alors que Barcola c'est ce profil d'ailier qui colle plutôt à la ligne, qui t'apporte des solutions dans la profondeur et dans l'élimination. Dans le dribble, il peut très bien faire la différence en 1 contre 2, dans le 1 contre 1, il est super fort d'ailleurs, mais j'ai le sentiment qu'avec sa titularisation dans le match face à la Norvège et plutôt une bonne performance avec son but
pardon, qui est venu corroborer le tout. Peut-être que Doué tient la corde, même si je vois bien Deschamps aussi titulariser Barcola. Bon, dans tous les cas, le 11 sera monstrueux et tant qu'on a nos 3 magiques, Olysée, Dembélé et Mbappé, on est très bien. Il est temps de passer sur le pronostic, ma vision de ce 16e de finale. Déjà, comme on l'a évoqué, on a 2 équipes qui sont très tranchantes et efficaces offensivement, donc je m'attends peut-être à un festival de buts. Surtout que les 2 blocs défensifs m'ont pas rassuré jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde, surtout pas celui de la Suède. Après, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué et qui pourrait faire basculer ce match, c'est la capacité de la Suède à allonger les ballons et trouver Gyökeres en déviation, en remise, et j'ai trouvé la France en difficulté face à la Norvège dans ce registre. Dès que les Norvégiens allongeaient et trouvaient un relais aérien, ça nous donnait un bloc qui était coupé en deux avec les 4 offensifs qui étaient encore en train de se replacer et justement 6 petits Français pour défendre face à 4-5 offensifs adverses, et la France a subi pas mal de situations. Je pense que contre la Suède ce sera la même chose, et donc dans cette rencontre prolifique où les 2 blocs défensifs sont mis à rude épreuve, et bien je vois quand même une victoire de nos Français sur le score de 4-2. Peut-être un match dans le scénario un petit peu similaire à celui de la Suède où la France n'a pas forcément le contrôle de la rencontre, où ça va un petit peu dans tous les sens, mais dans ce jeu de l'efficacité et du tranchant, effectivement les Mbappé, Dembélé, Olysée, c'est un cran au-dessus de Isaac, Gyökeres ou même ce bon Elanga, et donc je vois quand même un match dans lequel on va se régaler et une victoire de nos Bleus. Voilà, ensuite ça nous donnerait potentiellement un 8e de finale face aux Allemands s'ils s'imposent contre le Paraguay. Dans tous les cas, ça vient mettre un terme à cette petite vidéo prono. Donne-moi le tien en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner avant de partir. Il me reste plus qu'à te souhaiter de bien te régaler devant les matchs. C'était Capia, gros bisous.